Bonsoir, Ismaël Saïn du Centre hospitalier de Mulhouse, le CESU 68. Je remercie les Strasbourgeois de nous avoir invités à participer à ce colloque. Et nous allons faire la présentation tous les deux, mais scindés en deux parties, pour affronter l'autre clan. Hubert Tonnelier, SAMU des Vosges, cheveux blancs. Si je me rappelle bien, mais là Jean-Claude nous servira de témoin, ainsi que certains nombres d'autres cheveux blancs dans cette salle, il y a déjà pas mal d'années, une quinzaine je crois, un colloque des CESU s'était tenu à Strasbourg, ma connaissance au Palais de l'Europe, n'est-ce pas? C'est juste en 1993. Et nous avions déjà fortement débattu des problèmes pédagogiques qui avaient animé tout le long des journées et des sessions déjà à l'époque. Les choses ont évolué, et Jean-Claude le rappelait à l'instant. Quels sont maintenant les moyens et les outils, j'allais dire enseignants, les outils pédagogiques dont on dispose? Nous avons essayé avec Ismaël de faire d'abord, simplement et bêtement, quelques définitions et quelques rappels concernant le problème de l'enseignement fait par une personne qualifiée à un apprenant qui, selon la question posée, doit être inférieur en qualité et en qualification à l'enseignant, mais dont on peut se poser la question si par hasard, de temps en temps, nous ne ratons pas des enseignements et des enseignants non qualifiés au sens de la profession que l'on veut apprendre, mais plus qualifiés au sens des compétences à développer. Par conséquent, le fait qu'un enseignant en soins d'urgence doive être de niveau de qualification professionnelle supérieur à celui des apprenants pose-t-il un problème? Vous avez compris que nous défendons le oui. L'enseignant, définition que tout le monde connaît ici, puisque nous avons tous des fonctions d'enseignant, et cet enseignant, c'est celui qui pratique un enseignement. Sous-entendu, l'action, la manière d'enseigner, de transmettre des connaissances. Ceci est une fonction pédagogiquement, bien sûr, parfaitement définie. La définition qui est ci-dessous est celle du petit Larousse. Ce qui est enseigné, c'est la leçon donnée par les faits. Cela veut dire que dans nos professions en particulier, ces faits sont notre quotidien. D'une part, au sens de l'article 1 des ordonnances de 2000, nous devons des soins aux gens qui sont malades, mais aussi des faits qui sont l'article 2, sous-entendu la prévention et l'éducation sanitaire. Et les CESU, Dieu sait s'ils participent à cette éducation sanitaire et à cette prévention. À partir de là, tiré de l'expérience, nous connaissons tous, en particulier dans les banlieues difficiles, les enseignants qui n'ont même pas l'expérience de la classe dans laquelle ils vont rentrer, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Nous connaissons dans nos propres milieux des gens qui, pleins d'enthousiasme, se sentent compétents pour prendre en charge des groupes à former et qui, malheureusement, au final, aboutissent à des échecs pédagogiques ou à des retraits par rapport à leur personne apprenante parce que leur compétence dans ce domaine est insuffisante. Les soins d'urgence, je ne reviens pas dessus, ils sont définis dans le Code de la santé et je rappelle que les professions médicales, les paramédicales, les professions associées sont toutes définies à la fois dans leurs compétences et dans leur exercice professionnel, de même que certains partenaires qui posent un certain nombre de questions assez comparables à celles qui sont ici même développées et qui le seront d'ailleurs dans d'autres parties du Congrès, les enseignants de la santé, sous-entendu les IFSI et autres instituts de formation et autres écoles de formation et autres facultés impliquant différentes formations spécialisées. Bien sûr, nous ne pouvons pas, dans notre milieu, et tout à l'heure Jean-Claude le rappelait, ne pas évoquer d'autres partenaires. Sous-entendu, ceux qui font des enseignements dont nous aurions souhaité, à un certain moment, nous arroger à la fois les décisions et les bénéfices, qui, pour des raisons qui sont des raisons hautement politiques et qui n'ont rien à voir avec nos préoccupations aujourd'hui, sont restés dans tel ou tel ministère sans que les associations ne puissent se faire à un moment donné. D'autre part, dans les soins d'urgence, il y a à mon sens un autre exemple. Christine le rappelait tout à l'heure, il y a l'exemplarité. Je veux dire que si nous ne sommes pas parfaits
dans les conditions de notre enseignement, nous ne pourrons pas servir d'exemple à d'autres modèles ou à d'autres partenaires. L'éducation nationale en est évidemment un énorme enjeu, mais toutes les autres personnes qui se chargent d'urgence, de secours d'urgence, de compétences dans nos professions sont également concernées. À partir de là, nous avons un enseignement à donner, nous avons également un niveau à définir, et cette définition du niveau introduit finalement très directement le débat, puisque le niveau, théoriquement, marque l'importance des acquisitions. Ceci, les acquisitions, étant appréciées notamment par rapport à un programme officiel. Question débile, évidemment, mais quand on commence un enseignement, quel est le programme qu'on peut avoir alors qu'il n'a pas encore été défini ? Ça, c'était dans la période historique que tu rappelais tout à l'heure. Désormais, les besoins que nous avons sont définis. Les programmes, les souhaits que nous avons sont définis. Est-ce qu'il y a compatibilité entre un programme d'enseignement en faculté de médecine, en IFSI, en IFAS par exemple? Est-ce qu'il y a concordance entre un enseignement, je vais caricaturer, de faculté de médecine et un enseignement d'ambulancier, alors que théoriquement le médecin va peut-être demander à l'ambulancier de pratiquer un transport un peu difficile? Le niveau, c'est aussi l'échelon d'un ensemble organisé et en particulier la position dans une hiérarchie. À notre sens, c'est probablement un des points les plus dangereux dans l'enseignement. Je suis le plus haut, je suis le plus fort, c'est donc moi qui commande. Je ne vais pas ici rappeler ce qu'est la chaîne de l'urgence. Nous considérons que dans l'enseignement de l'urgence, la chaîne des soins, la chaîne des secours est identique pour les parties qui nous concernent. Je veux dire que si le premier enseignement ne sait pas ce que le second va faire, qui ne tient pas compte des deux précédents, qui ne tient pas compte du quatrième, de toute façon, l'enseignement sera un échec. Au même titre que la chaîne des soins, le maillon le plus faible sera immédiatement rompu. Ceci est capital. Si l'enseignement ou si mes connaissances, par exemple en intervention SMUR, ne sont pas compatibles avec celles du conducteur ambulancier, avec celle de l'infirmière, de l'infirmier, avec celle du stagiaire éventuellement à qui je veux enseigner quelque chose, forcément, déjà nous quatre, nous ne nous entendrons pas sur le terrain, mais en plus, la mission va foirer. Donc cet ensemble organisé, cette hiérarchie, les deux hiérarchies pyramidales, dont les illustres prédécesseurs qui étaient avant nous dans cette salle ont déjà évoqué quelques problèmes, nous préférons nous la remplacer par la chaîne de l'enseignement. Continuons avec la qualification. Et cette qualification, je pense que souvent nous oublions un certain nombre de ces termes sémantiques. Attribution d'une valeur ou d'un titre. D'accord. J'ai ma peau d'âne, j'ai donc un titre, et cette peau d'âne est censée me donner une valeur. C'est l'appréciation d'une grille hiérarchique de la valeur professionnelle. Le directeur d'usine est toujours meilleur que le gars qui fait qui fait tourner sa machine-outil. On peut déjà évaluer qui sera plus utile à l'autre. Et puis, il y a aussi diverses modalités de qualification dont nous ne sommes pas du tout habitués dans nos professions de santé. La qualification universitaire, c'est celle qui impose le diplôme pour avoir un exercice professionnel donné. Cela veut dire que l'apprenant, s'il n'a pas ce diplôme, ne pourra pas exercer. Vous vous rappelez également que l'enseignant doit obligatoirement avoir un diplôme. La question qui se pose actuellement aux instituts de formation, c'est quel diplôme pouvons-nous donner à une directrice d'école d'infirmière, à un cadre moniteur d'IFSI ou d'IFAS, alors même que ce diplôme n'existe pas et que pourtant il va passer dans un système universitaire qui lui impose d'avoir ce diplôme. Vous allez me dire équivalence, etc. Heureusement, mais vous voyez un petit peu le genre de soucis que l'on peut rencontrer. Il y a au sens médical du terme la qualification ordinale, la qualification infirmière, la qualification sage-femme. Ceci, c'est validé par des textes de décrets de compétences et d'exercice. Si, en tant qu'anesthésiste réanimateur, je veux être qualifié, il faut d'une part que j'ai le diplôme d'anesthésiste réanimateur, il faut également que le conseil de l'ordre de mon département, après session plénière, valide ma qualification. Il y a la qualification des pairs, et ceci est un des grands progrès, je pense, que l'on peut rencontrer dans nos organisations. Sous-entendu, je me suis formé initialement
J'appartiens ensuite à des groupes de formation complémentaires. Ce ne sont plus les formations officielles, ce ne sont plus, les qualifications officielles, celles qui sont assorties de diplômes, qui vont assurer ma compétence. Ce sont les groupes de pairs qui vont dire cette personne, parce qu'elle a assisté dans telles conditions à tels et tels enseignements que nous avons dispensés, cette personne est effectivement compétente pour continuer à travailler dans son domaine. N'allez pas aux États-Unis pour chercher ce genre de choses, ça vient tout doucement dans les obligations ministérielles qui vont nous être faites. Et puis, il y a la qualification des CESU. C'est-à-dire que, depuis les émissions des textes concernés, il faut que l'enseignant soit supérieur ou égal à l'enseigné pour faire profiter l'enseigné des compétences de l'enseignant par rapport à une expérience acquise. Cet enseignant, supérieur aux enseignés, est-il le seul à pouvoir faire un enseignement aux apprenants? L'apprenant, c'est justement celui qui suit un enseignement avec diverses motivations, sous-entendu son propre souhait, son obligation par rapport à un service dans lequel il veut rentrer, son affinité par rapport à un objectif individuel ou collectif et par rapport à son enseignant. Si je suis d'accord avec mon enseignant, je continuerai avec lui. Si je ne suis pas d'accord, on va au clash. Alors on peut se poser des questions. Et par rapport à la compétence des pédagogues qui étaient là tout à l'heure, nous restons, nous, un petit peu dans le caricatural. En présence de nitrate d'argent, CH3CH2OH plus K2CR2O7 plus H2SO4 donne CH3COH sulfate SO4 x 3 plus K2SO3 plus 11H2O. Ceci est fonction de la loi de Gay-Lussac et de la loi de Henry. Si le temps est égal à 90 secondes et si la température est à 34 degrés. Alors, dans ces conditions, la quantité dans 2100 ml expirée est égale à la quantité dans 1 ml de sang. Votre interrogation est évidemment égale à la mienne quand j'ai lu cette formule. Quelques interprétations, si vous nous le permettez. Scientifique, le bichromate de potasse a viré parce que la quantité Q est supérieure à 0,5. Cette connaissance, les lycéens pratiquent ce TP en classe de terminale. Qui parmi nous se rappelle de sa classe terminale et qui a encore en tête cette formule? Bien évidemment, quelle en est la conséquence? Deux conséquences. Une conséquence quotidienne. La première, combien de verres pour être bourré? Et Dieu sait si c'est malheureusement quelque chose qui nous concerne au plus haut point dans les services d'urgence. Deuxième question, comment faire pour prévenir l'alcoolisme? Vous voyez que déjà, dans ces trois premiers items, l'enseignement de chimie, le quotidien que nous connaissons trop bien et le quotidien comment faire de la prévention sont des thèmes que nous avons tous dans nos enseignements et dont nous nous rendons compte dès à présent que nous ne sommes déjà pas capables. Si, combien de verres pour être bourré, ça je suis capable d'évaluer. Par contre, comment faire un cours de chimie? Comment prendre en charge la prévention de l'alcoolisme? Est-ce que je suis, moi, qualifié pour le faire, alors même que j'ai mon doctorat? Bien sûr, si l'on passe à un autre échelon qui est celui judiciaire, le tube a viré, votre permis vous est retiré, donc vous êtes viré. On entre dans un autre débat qui est corollaire de tous nos débats quotidiens, à la fois sur le plan judiciaire au sens plein du terme, la sanction, mais également au sens du judiciaire que nous pouvons nous poser par rapport aux pédagogies que nous développons, c'est-à-dire, est-ce que ma pédagogie permettra à quelqu'un d'éviter de tomber sous le coup judiciaire dès lors que par hasard il se serait planté lui-même ou qu'il aurait planté certains de ses élèves. Et finalement, le top pour nous, c'est mon enseignement. A-t-il permis de répondre à l'urgence traumatique qui est constituée par le piéton sur le bord de la route polytraumatisé, comparé à l'hyperalcoolisé qui était en train de conduire la voiture? Actuellement, nous pensons que chacun de ces items doit être développé par un spécialiste de la question si on veut les approfondir complètement. Et même si nous souhaitons les assimiler, il faut que des pédagogues hautement compétents dans chacun des domaines puissent nous le développer.
Ce qui veut dire que le savoir encyclopédique, le savoir préventif, le savoir répressif, le savoir actif, pouvons-nous prétendre, tous autant que nous sommes ici, accomplir chacun de ces items? Nous pensons que non. Nous ne pouvons pas tous faire tout cela simultanément. D'autant plus que s'ouvrent des objectifs qui sont, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure du développement des CESU, de plus en plus précisés et de mieux en mieux précisés. Former les objectifs nécessaires. Tout à l'heure, le président Nemitz rappelait que 150 000 personnes ont été formées l'an dernier grâce au CESU en France. J'évoquais tout à l'heure l'exemplarité. Il y a 65 millions de Français qui, un jour ou l'autre, devraient connaître les gestes d'urgence. Les critères de qualité, bien sûr, optimales. Sans dysfonctionnement ni pédagogique, ni d'exécution ultérieure. Un applicatif immédiat. Quand je sors de mon enseignement, un de mes maîtres disait « Si tu veux faire médecine, tu dois connaître ta médecine en rentrant en médecine. » Actuellement, nous sommes d'accord pour dire qu'en sortant d'un enseignement, nous devons pouvoir l'appliquer immédiatement. Mais nous devons, en plus de cet applicatif immédiat, également pouvoir, dans un an, le réaccomplir, le geste que nous avons appris là, il y a un an, le réaccomplir correctement. Ça veut dire que la rémanence doit être suffisante. Et là, on entre dans un autre domaine qui est celui d'Ismaël. Alors, moi, je vais parler un tout petit peu moins. J'ai essayé, lors de mes soirs de garde, de me replonger dans les définitions. Alors, on parlait de qualification, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de compétences? Alors, je vous rappelle ce que Guy Le Boteuf disait, la compétence, c'est la mobilisation et l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et dans un contexte donné, avec tous les savoirs que vous connaissez déjà, qui ont été rappelés tout à l'heure, théoriques, procéduraux, expérientiels, sociaux et cognitifs. La compétence, selon Carré et Caspar, c'est aussi permettre d'agir et de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante dans un contexte particulier, le nôtre, la médecine d'urgence, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée. Là où ça commence à me plaire un peu plus, c'est Samurka et Pastré. Les compétences sont des connaissances mobilisables et mobilisées dans l'action et efficaces pour cette action apprise, soit à travers de formations, soit par l'exercice d'une activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on peut acquérir une compétence sans vraiment avoir fait la formation dite théorique au départ. Elles peuvent être aussi explicites que tacites, et surtout, le sujet n'est pas toujours en mesure d'expliciter les connaissances opérationnelles qu'il met en œuvre dans l'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet, il a acquis cette expérience, mais on ne sait pas comment. Et alors, Jacques Delors, dans notre cité européenne, a, je pense, trouvé une définition que je préfère, et qui va alimenter notre position. C'est la notion de qualification, entre parenthèses professionnelle, est devenue obsolète. Elle a été remplacée par la notion de compétence personnelle, qui est un savant cocktail pour chaque individu qui combine la formation technique, la formation professionnelle, le comportement social, l'aptitude du travail en équipe, la faculté d'initiative, le goût et le risque. Tout ça, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours dans nos CESU et en médecine d'urgence. Alors finalement, le formateur, il doit être qualifié, il doit être compétent. Non, il doit être idéal, c'est-à-dire qu'il doit avoir des compétences d'organisation, d'administration, de méthode, des compétences technologiques, des compétences de communication et d'animation, des compétences stratégiques et des compétences psychopédagogiques. Donc, ne faut-il pas poser la question autrement? Si on pose la question autrement, le fait qu'un enseignant en soins d'urgence doive montrer une compétence supérieure à celle des apprenants, on est tous d'accord que la réponse est bien, elle est non. Je vais laisser Hubert finir. Évidemment, la conclusion de notre exposé ne peut être qu'un peu caricaturale. Sous-entendu, le plus qualifié, c'est le prix Nobel. Est-ce qu'il est fait, ce prix Nobel, pour rendre rationnel un concept transmissible, ou bien est-il fait pour enseigner aux masses?
Et je pense qu'au plus nous sommes qualifiés, au moins nous pourrons enseigner aux masses. L'institutrice de cours préparatoires, c'est quand même grâce à elle qu'on a appris à écrire, lire et donc comprendre ce que le prix Nobel a écrit. À titre anecdotique, lors de ma thèse de médecine, j'ai invité mon institutrice de cours préparatoires. L'enseignant en soins d'urgence doit être, à notre avis, un juste milieu, humble, respectueux, sachant aussi utiliser les connaissances des autres, et Dieu sait si autour de nous, il y a des connaissances. Là, je vous laisse conclure vous-même. On ne sait proprement que lorsque j'en sais peu, avoir le savoir augmente le doute. C'est quelqu'un qui est passé dans cette ville qui l'a dit il y a fort longtemps, Monsieur Goethe. Merci. Merci. Merci à vous. Alors là, on passe comment? On sort peut-être en escape.